Bonsoir à toutes et à tous. Il y a une quinzaine d'étudiants connectés, donc on a le plaisir de vous retrouver en comodération avec le professeur Nicolas Weiss pour accueillir pour la dernière session neuro-réanimation phase socle le docteur Stéphane Le Griel, qui est donc médecin réanimateur au centre hospitalier de Versailles et qui va parler d'une thématique qui lui tient beaucoup à cœur et sur laquelle il a beaucoup travaillé et sur laquelle il travaille toujours beaucoup, qui est l'état de mal épileptique, donc avec les aspects diagnostic et traitement. Merci beaucoup Stéphane, on te laisse la parole et puis on coupe aussi notre caméra. Il y aura des questions sur le chat, je ne sais pas si tu préfères qu'on te les relaie au fur et à mesure ou tu préfères voir ça à la fin, c'est à ta convenance, je crois qu'il n'y a pas tellement de règles, hein, donc c'est vraiment comme tu préfères. Peut-être plutôt à la fin, Ok. parce qu'en plus, avec le plein écran, là, je ne verrai pas les… C'est probablement mieux, effectivement, donc Ouais, ça nous va très bien, il n'y a pas de souci. Et ben, on te laisse la parole. Merci beaucoup. merci. Donc, bonjour à tous. Je vais juste couper ma caméra pour que le flux soit bon aussi. Voilà, donc je vais vous présenter état de mal épileptique, diagnostic et traitement. Donc, la définition de l'état de mal épileptique a évolué au cours du temps. Elle était définie de manière très globale, très floue, comme une crise qui dure suffisamment longtemps et se répète assez fréquemment pour qu'un retour à l'état antérieur ne soit pas possible entre les crises. Alors, cette définition était un peu compliquée, pas facile à expliciter. En gros, ça voulait dire que quand une crise commence, si jamais elle n'est pas stoppée, et si elle ne s'arrête pas toute seule, eh bien, ça sera un état de mal épileptique. Donc, cette définition pour l'état de mal convulsif a évolué donc, au cours du temps, a été précisée depuis 1981 par différentes définitions qui vont varier en fonction du pays et puis de la société qui va s'intéresser à la définition de l'état de mal épileptique et parfois même selon le métier, c'est-à-dire neurologue, réanimateur, urgentiste ou neurophysiologiste. Petit à petit, la définition de l'état de mal convulsif est passée de 30 minutes à 5 à 10 minutes et puis pour être définie plus récemment par 5 minutes, mais on va revenir dessus. Et donc maintenant, les états de mal épileptique, plus globalement, pas uniquement les convulsifs, sont définis par une définition en deux temps. On parle d'un temps T1, qui est la durée d'activité épileptique à partir de laquelle on reconnaît l'état de mal épileptique, et donc il va falloir mettre un traitement. C'est une définition qu'on appelle opératoire ou opérationnelle. Et puis un temps T2, qui est la durée d'activité épileptique qu'on ne voudra absolument pas dépasser, parce qu'au-delà de laquelle, il y aura des séquelles ou des complications qui vont être attendues. Et ces temps T1 et ces temps T2 vont varier en fonction du type d'état de mal épileptique. Donc, pour pouvoir le définir et le reconnaître, il faut connaître ces deux concepts, T1 et T2. Il faut également connaître la classification des états de mal épileptique, parce qu'en fonction de la forme électroclinique présentée par le patient, ce temps T1 ou ce temps T2 va pouvoir varier. Donc, on distingue maintenant les états de mal épileptique avec signe moteur prédominant et sans signe moteur prédominant. On pourrait faire un petit parallèle avec les états de mal épileptique convulsifs, qui serait un peu l'équivalent de ça, et non convulsif, qui serait l'équivalent de cela. Mais en fait, la définition a été changée pour utiliser la terminologie signe moteur prédominant et sans signe moteur prédominant, parce que les états de mal convulsifs peuvent évoluer sur un mode non convulsif. C'est ce qu'est le cas quand il y a un état de mal tonico-clonique généralisé d'emblée qui va durer longtemps, qui va être insuffisamment traité. Il peut évoluer vers une forme paucisymptomatique, donc un état de mal épileptique avec coma. Et de la même façon, un état de mal non convulsif peut associer quelques mouvements anormaux sous des formes un peu subtiles. Donc, on parle donc d'état de mal avec signe moteur prédominant ou sans signe moteur prédominant. Dans les signes moteurs prédominants, on va parler d'état de mal tonico-clonique généralisé qui vont pouvoir l'être d'emblée ou secondairement, ou alors d'état de mal épileptique focal moteur. Et puis, selon la forme d'état de mal épileptique, on va pouvoir, selon le type de mouvement anormaux, on va pouvoir également les catégoriser dans cette partie-là. Les sans signes moteurs prédominants, de la même façon, peuvent être généralisés. C'est ceux avec coma ou avec absence. Ou alors, ils peuvent être focaux. Et s'ils sont focaux, non convulsifs, ils peuvent être avec ou sans expression confusionnelle. Donc, maintenant que vous avez bien en tête le temps T1, le temps T2 et les différentes classifications, on peut aborder les définitions de l'état de mal épileptique. Donc, le tonico-clonique généralisé va être défini par un temps T1 5 minutes, temps à partir duquel on va mettre en route un traitement. Et le temps T2, c'est le temps de convulsion qu'on va vouloir ne pas dépasser. Donc, c'est 30 minutes. Si c'est un état de mal focal avec trouble de conscience, on va le définir au bout de 10 minutes pour le temps T1 et le temps T2, le temps à partir duquel on va attendre des complications des séquelles, c'est au-delà de 60 minutes.
Si les focales sans trouble de conscience, on va tolérer 5 minutes supplémentaires avant de pouvoir mettre en route le traitement. Et on ne connaît pas le temps à partir duquel il y aura des complications, des séquelles attendues. Pour les formes mieux on ne connaît pas le temps T2. Là, je vous précise juste que c'est hors contexte état de mal post-anoxique, hein, parce que les états de mal myocloniques post-anoxiques vont être associés à une morbidité importante et le temps T2, on pourra le connaître assez facilement. Et les états de mal à type d'absence, on les définit par 10 à 15 minutes d'absence, documentés par un EG, puisqu'on est dans une forme d'état de mal non convulsif. Le EG va prendre toute sa place et le temps T2 n'est pas connu. Donc, juste, je ne l'ai pas dit avant, mais c'est important de le dire. Tous les états de mal épileptiques sans signe moteur prédominant vont nécessiter un électroencéphalogramme pour porter le diagnostic. Les états de mal myocloniques vont également nécessiter un électroencéphalogramme pour porter le diagnostic. C'est la seule forme motrice pour laquelle il faut faire un électroencéphalogramme, parce qu'il y a des formes de mouvements anormaux à type de myoclonie sans origines strictement épileptiques, comme par exemple dans certaines encéphalopathies au bêta-lactamine. Et donc là, seul le EG permettra de préciser le diagnostic dans cette circonstance particulière. Donc là, on a vu les différentes définitions qui permettent d'identifier l'état de mal épileptique, de le catégoriser et de pouvoir initier un traitement. On peut également voir la définition de l'état de mal épileptique par un autre prisme, qui est celui de la résistance au traitement. Donc, en cas de résistance au traitement de deuxième ligne, donc à partir du moment où on a un état de mal épileptique, on l'a traité, donc on a atteint le temps T1, on commence à le traiter et on résiste à 2 lignes pour les formes d'état de mal convulsif généralisé, on parlera d'état de mal épileptique réfractaire. Et un état de mal épileptique réfractaire qui va résister à 24 heures de traitement bien conduit de type anesthésie va être un état de mal épileptique qu'on va appeler super réfractaire. Au-delà de 24 heures de prise en charge d'un état de mal épileptique réfractaire. Là, vous voyez les pourcentages pour voir la prévalence d'évolution d'une forme à l'autre. Si on part d'une crise simple, 10% vont évoluer vers le mode d'état de mal convulsif. L'état de mal convulsif, il va être réfractaire dans à peu près 40% des cas, et il serait super réfractaire dans à peu près 10% des cas. Donc, la physiopathologie, assez rapidement associée aux états de mal épileptiques, elle repose sur plusieurs événements. Il y a tout d'abord la théorie de l'excitotoxicité. Donc, on a une balance entre les neuromédiateurs GABAergiques et les neuromédiateurs au glutamate qui va être à la défaveur du GABA. Donc, le glutamate qui est excitateur va être en excès, va stimuler les récepteurs au glutamate, les récepteurs AMPA, NMDA et KNAT, qui vont favoriser l'entrée de calcium dans la cellule, l'entrée de sodium. Et ces deux phénomènes vont aboutir à une cascade d'événements qui vont se caractériser par de la mort cellulaire et de l'apoptose. Donc, les conséquences et les conséquences neuronales de l'état de mal épileptique en termes de séquelles et de complications vont passer par ce mécanisme-là. Pour ce qui est de la pharmacorésistance, elle est expliquée par le fait que les récepteurs GABAergiques vont être moins stimulés, vont être internalisés. Et donc, il y a un phénomène d'auto-entretien de l'état de mal épileptique, c'est-à-dire les glutamates vont stimuler, le GABA qui est inhibiteur, lui, va être internalisé. Et donc, en fait, il y a une cascade qui fait qu'il va falloir intervenir parce que sinon, on ne va pas pouvoir arrêter l'activité épileptique. L'autre grand mécanisme de toxicité, au sens large du terme, des états de mal épileptiques, c'est les complications systémiques. Quand l'état de mal épileptique va perdurer, il va être associé à une première phase qui va durer à peu près 30 minutes, qui va être une phase d'adaptation hyperadrénergique. Dans un second temps, il y a une phase de désadaptation, de dissociation électromécanique. Donc, cette première phase d'adaptation, elle se caractérise par tous les signes sympathiques qui vont être l'hypertension artérielle, la tachycardie, il va y avoir une hyperventilation. À cause de l'hyperventilation, de l'hypocapnie, à cause des mécanismes anaérobies qui vont être associés aux crises, il va y avoir une acidose lactique. L'activité musculaire va générer de la fièvre et les besoins accrus énergétiques vont se caractériser par une hyperglycémie. Cette phase, elle va durer à peu près 30 minutes. Dans l'état de mal convulsif tonico-clonique généralisé, elle est caractérisée par des mouvements anormaux. Et si on faisait un électroencéphalogramme, on aurait des figures typiques, mais qui seraient masquées en fait par des artefacts musculaires. Quand l'activité épileptique persiste, on évolue vers une dissociation électromécanique petit à petit, d'abord à une phase de myoclonie, et puis progressivement une dissociation où il y aura peu ou pas de mouvements normaux et seul l'électroencéphalogramme permettrait d'identifier l'état de mal épileptique. On évolue vers une forme plutôt non convulsive. Et cette phase, elle est caractérisée par une dissociation, un dépassement des capacités d'adaptation qu'on avait initialement présentes. Et donc, on va avoir au contraire une hypotension, une baisse du débit sanguin cérébral,
une rhabdomyolyse, une insuffisance rénale, acidose mixte, de l'hypoxémie, de l'hypoglycémie. Bref, tous les mécanismes d'adaptation sont complètement désadaptés. Et au maximum, on aboutit à une situation de défaillance d'organes multiples et au pire, à une situation qui évolue vers celle d'un arrêt cardio-respiratoire. Et donc, la morbidité et la mortalité associées aux états de mal épileptiques est relativement élevée. Si on prend toute forme confondue, c'est 9%. Pour ceux qui requièrent une prise en charge en réanimation, c'est 20% de mortalité. Pour ceux qui évoluent sur le mode d'un état de mal réfractaire, on monte jusqu'à 35% de mortalité. Et pour les états de mal super réfractaires, on peut monter jusqu'à 50% de mortalité. Pour ce qui est de la morbidité, elle est plus élevée. Alors, elle va varier en fonction de la définition. Ce n'est pas toujours facile de définir ce qu'est la morbidité d'un état de mal épileptique. Assez globalement, on pourrait dire que c'est l'absence de retour à l'état antérieur. Mais bon, il y a plein de façons de le définir, y compris l'absence de retour à l'état antérieur. Donc, la morbidité, globalement, toute forme confondue, elle est de l'ordre de 28%. Un état de mal épileptique qui a besoin de venir en réanimation, c'est 50%. Les états de mal réfractaires, on va être un tout petit peu plus élevé, mais finalement, ça va être pas que pour ça, mais c'est essentiellement les états de mal épileptiques réfractaires qu'on a besoin de venir en réanimation. Donc, ça explique à peu près la proximité de cette morbidité. Et puis, les états de mal épileptiques super réfractaires, on va monter à peu près jusqu'à 75% de morbidité au maximum. Ça, c'est expliqué par les complications essentiellement de la réanimation, puisqu'en théorie, on va pouvoir contrôler l'activité épileptique. Le patient va récidiver, mais si on le monitore correctement, on va pouvoir un peu tamponner la toxicité neuronale, mais par contre, on va être exposé aux complications de la réanimation et aux complications des thérapeutiques qu'on va être amené à utiliser pour la prise en charge de ces patients. S'il y a cette petite subtilité là, de parler d'état de mal épileptique, toutes causes confondues, toutes présentations confondues et ceux qui viennent en réanimation, c'est que bien sûr, tous les états de mal épileptique ne viennent pas en réanimation. Il y a des formes qui ne sont pas forcément extrêmement graves en termes de morbidité. On a vu tout à l'heure que, par exemple, dans les états de maladie d'absence, on ne connaît pas le temps à partir duquel il y aurait des séquelles ou des complications. Et puis, il y a les états de mal épileptique qui vont répondre au traitement et pour lesquels l'évolution va être favorable assez rapidement, c'est-à-dire avec une phase stertoreuse post-critique qui va durer probablement plus longtemps qu'après une crise simple, mais suffisamment longtemps, enfin, de manière suffisamment tolérée pour que le patient ne soit pas mis sous ventilation mécanique. Ces patients-là ne viendront pas forcément en réanimation, peuvent se réveiller au bout d'une demi-heure avec une dynamique plutôt positive, et puis on passe aux urgences quand c'est le contexte hospitalier, et ensuite peuvent être pris en charge, par exemple, en neurologie. Voilà. Donc, si maintenant on s'intéresse aux modalités de prise en charge des états de mal épileptiques, si j'ai passé un peu de temps aussi pour parler de la morbidité et puis des mécanismes physiopathologiques, c'est que la prise en charge elle va être globale. Elle va intéresser bien sûr la prise en compte des différentes défaillances d'organes, puisqu'on a vu que l'état de mal épileptique va pouvoir évoluer vers un syndrome de défaillance multiviscérale, et puis en fonction de la présentation, et selon probablement en fonction des comorbidités des patients, et puis de mécanismes qui vont varier également d'un patient à l'autre, il va y avoir une atteinte qui va pouvoir être différente. Certains vont avoir par exemple une défaillance hémodynamique et peuvent avoir une cardiotoxicité avec un Takotsubo, dont vont être plus facilement en détresse respiratoire. Certains vont développer un peu plus une insuffisance rénale. D'autres patients vont présenter une hépatite hypoxique. Parfois vont associer ces différentes défaillances. Il y a une espèce de patchwork de présentation de complications potentielles. La prise en charge de l'état de mal épileptique, donc, elle est très symptomatique pour ce qui est de la prise en compte des défaillances de base, mais également pour le traitement antiépileptique. C'est ce qu'on va voir juste après. C'est un traitement qui va être stéréotypé, il va être pas à pas en fonction de la forme clinique présentée par le patient et la réponse au traitement. Là, vraiment, autant il y a eu un peu d'ambiguïté dans la façon dont je vous ai raconté les choses depuis le début, parce que parfois je parlais d'état de mal épileptique convulsif, tonico-clonique généralisé, parfois d'état de mal non convulsif. Là, maintenant, on va se concentrer sur les états de mal convulsifs tonico-cloniques généralisés. Il y a bien sûr le traitement, les investigations étiologiques et le traitement étiologique à mener en parallèle, avec comme priorité l'identification d'une cause potentiellement réversible, facilement réversible, et puis la prise en compte des urgences thérapeutiques, comme ça pourrait être par exemple pour une méningite bactérienne suspectée, ou alors par exemple un traumatisé crânien
qui aurait besoin d'un traitement avec du mannitol avant une prise en charge non chirurgicale, un patient qui va avoir un AVC avec une prise en charge spécifique. Bref, il y a certaines situations d'urgence qui vont nécessiter un traitement spécifique. Et puis, il y a aussi d'autres présentations, comme par exemple un état de mal épileptique sur une hypoglycémie, bien sûr. C'est le classique qui fait qu'il faut faire systématiquement une glycémie, administrer du glucose et essayer de rendre l'état de mal épileptique réversible, au moins déjà par le traitement de la cause. Ce serait illogique de mettre un traitement antiépileptique, d'aller jusqu'à une anesthésie générale pour un patient qui est réfractaire sur une hypoglycémie, alors qu'on ne s'intéresserait pas au traitement de la cause de l'état de mal épileptique. Donc ça, c'est la première couche, donc les défaillances d'organes, les traitements antiépileptiques avec une réponse graduée, on l'a vu juste avant avec les définitions des différentes formes selon la résistance au traitement, et l'identification de la cause et le traitement de la cause. Tout se met en parallèle. Et puis, on a discuté des complications des états de mal épileptiques. On a parlé des complications en termes de défaillance d'organes, mais on pourrait parler d'autres types de complications. Il y a des complications mécaniques. Il y a des patients qui vont faire une luxation d'épaule, une fracture de hanche, qui vont faire un traumatisme crânien. Il peut y avoir des plaies. C'est caricatural, mais j'ai le souvenir d'un patient qui était venu à l'hôpital avec un état de mal épileptique, une morsure de langue, une hémorragie massive, finalement, qui allait très rapidement au réveil parce que l'état de mal épileptique, finalement, était presque au second plan à cause de la gravité de cette complication. Il a des difficultés d'intubation, il a fait un arrêt cardiaque, et puis on s'est retrouvé face à une situation de coma post-anoxique dans un second temps. Donc, les complications d'un état de mal épileptique peuvent être vraiment majeures et potentiellement fatales. Et puis, pour la prise en charge de ces patients, on le verra un peu plus tard, il y a également le monitoring EEG. Un EEG, il prend toute sa place, en fait, finalement, assez rapidement, quand le patient n'a pas retrouvé son état antérieur. Et donc, c'est une situation en réanimation qui peut quand même être assez fréquente. Donc, le monitoring EEG, il va avoir toute sa place dans la prise en charge de ces patients. Et puis, on peut se poser la question des traitements adjuvants antiépileptiques et des traitements potentiellement neuroprotecteurs. Adjuvant, quand je dis ça, je peux penser à des traitements qui vont renforcer les effets anticonvulsivants, comme par exemple, on reviendra aussi après, mais la diète cétogène, c'est un traitement qui va pouvoir aider certaines formes d'état de mal épileptique réfractaire. Et puis les traitements neuroprotecteurs, c'est des traitements qu'on essaie de pouvoir identifier parce que malgré les efforts qui sont faits pour améliorer la prise en charge de ces patients, préciser les doses à administrer, les lignes de traitement, la rapidité d'intervention, on se retrouve quand même avec une morbimortalité qui n'est pas négligeable. Et donc, les mécanismes physiopathologiques auxquels j'ai fait référence au début peuvent potentiellement permettre de proposer des stratégies de neuroprotection. Mais pour le moment, on verra qu'il n'y a pas grand-chose de proposable. Donc, on va attaquer maintenant la prise en charge du traitement. Là, on vient de faire un tour d'horizon très rapide, mais vous allez voir, on va se... Donc, les traitements antiépileptiques qu'on administre aux patients, c'est stéréotypé, c'est gradué en fonction de la réponse au traitement. On a des traitements de première ligne, de deuxième ligne, de troisième ligne, de quatrième ligne. Les traitements de première ligne, ce sont les benzodiazépines. Les traitements de deuxième ligne, en cas d'échec des benzodiazépines, ce sont les traitements antiépileptiques d'action prolongée. Et les traitements de troisième ligne, c'est celui de l'état de mal épileptique réfractaire, on l'a vu tout à l'heure, puisque là on parle d'état de mal tonico-clonique généralisé, c'est l'anesthésie générale. Alors, il y a des gens qui commencent à discuter de cette stratégie d'anesthésie générale à ce stade-là, mais à l'heure actuelle, ça reste quand même un traitement recommandé. Et le traitement de l'état de mal super réfractaire, c'est une approche multimodale qui va associer l'anesthésie générale et d'autres traitements. Juste pour faire une petite pause également, vous voyez que le traitement de première ligne de l'état de mal épileptique convulsif tonico-clonique généralisé, c'est la benzodiazépine. Sans vous faire offense, le traitement d'une crise convulsive simple ne nécessite pas de traitement anticonvulsivant. Par définition, une crise convulsive simple, elle va durer moins de 5 minutes, elle va s'arrêter spontanément, elle va être suivie d'une phase post-critique qui va durer 20 à 30 minutes de manière caricaturale et qui va faire ensuite suite à un retour à l'état antérieur. Ça veut dire que puisqu'elle s'arrête spontanément, il n'y a pas besoin de mettre de traitement. Et comme l'état de mal convulsif tonico-clonique généralisé, il est défini dès la 5e minute, ça veut dire qu'avant 5 minutes, c'est une crise simple, vous ne mettez pas de traitement anticonvulsivant. Après 5 minutes, vous rentrez dans la définition opérationnelle opératoire, vous pouvez le reconnaître et commencer à le traiter. L'inconvénient de traiter plus tôt, ça serait d'aggraver la phase post-critique avec les benzodiazépines. Donc, en fait, on ne saura plus si le patient est en état de mal non convulsif
ou si jamais finalement vous êtes sur l'effet secondaire de votre traitement. Et en plus de ça, ça ne nous permet pas de nous positionner par rapport à la gravité du cas nosologique et d'adapter le bon traitement. Donc, ça serait une erreur que d'administrer une benzodiazépine à une crise convulsive simple. Donc, on va voir maintenant le degré d'évidence dans la littérature de chacune de ces lignes. Donc, tout d'abord, les traitements de première ligne, on a vu les benzodiazépines. On n'a pas beaucoup de benzodiazépines à disposition. On en a 4. Là, vous en avez 3 présentés. On va avoir le lorazépam, qui est le Temesta, le diazépam, qui est le Valium, on va avoir le Rivotril, le clonazépam, et on a le midazolam, l'Hypnovel. Donc, dans cette première étude, c'était une étude préhospitalière publiée dans le New England en 2001. Les paramédics administraient aux patients avec un état de mal épileptique convulsif en aveugle du lorazépam, qu'on n'a pas en France, c'est le Temesta dans sa forme IV, du diazépam ou un placebo. Le critère de jugement principal, c'était le contrôle de l'état de mal épileptique à l'arrivée à l'hôpital, et vous voyez qu'il y avait une supériorité du lorazépam sur le diazépam. Pardon, il n'y avait pas de, je dis une bêtise, il n'y avait pas de supériorité, le petit p était supérieur. En valeur absolue, il y avait une différence, mais ça n'est pas significatif. Par contre, bien sûr, chacun de ces deux traitements individuellement était supérieur au placebo. Vous voyez que la mortalité hospitalière était supérieure dans le groupe placebo que dans les autres groupes, et vous avez quand même 21% de patients qui ont arrêté de convulser avec le placebo, peut-être parce que ils évoluaient vers un état de mal non convulsif, ce qui est une des hypothèses. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y a eu un édito dans le New England pour cette étude qui disait que ce n'était pas forcément très éthique d'avoir administré du placebo. C'est dans le système de soins nord-américain avec les paramédics, donc je pense qu'ils ont considéré à l'époque que c'était acceptable de faire ce type de prise en charge. Il y a une autre étude qui a été publiée dans le New England en 2012 qui, cette fois-ci, a comparé le midazolam IM au lorazépam IV avec une stratégie randomisée croisée, c'est-à-dire que les patients qui avaient le midazolam les patients avaient d'abord le traitement IM, puis le traitement IV. Donc, ceux qui étaient dans le groupe midazolam recevaient le traitement actif en premier, et ils recevaient dans un second temps le placebo. Alors que ceux qui étaient dans le groupe lorazépam recevaient d'abord le placebo du midazolam, donc d'abord du placebo, puis le lorazépam. Donc, cette stratégie pouvait peut-être un tout petit peu favoriser le groupe midazolam. Mais comme c'était une forme IM, finalement, ce n'est pas si logique que ça qu'il y ait eu cette différence. Bon, bref, le critère de jugement principal, c'était le contrôle de l'état de mal épileptique et c'était une étude de non-infériorité. Mais l'importance du résultat fait qu'ils ont même pu convertir le résultat en étude de supériorité. Et le résultat, c'est que le midazolam IM était supérieur au lorazépam IV pour faire cesser l'état de mal épileptique avant l'arrivée à l'hôpital. Tout ça avec une proportion de patients qui nécessitaient une admission en réanimation un peu supérieure dans le groupe lorazépam et un taux de récurrence qui était sensiblement pareil de l'état de mal épileptique dans les 12 heures suivantes. Il y a une étude qui est en cours, alors ça fait plusieurs années que j'ai la même diapositive. C'est une étude qui s'appelle l'Oracloft, qui consistait à positionner le Rivotril pour la prise en charge de l'état de mal épileptique. Et bien, malheureusement, cette étude n'est toujours pas publiée alors qu'elle est considérée terminée. Donc, je ne sais pas si on verra un jour la réponse à cette étude qui aurait permis de positionner le Rivotril étudié sous la forme d'un essai randomisé contrôlé. Donc, il n'y a pas d'étude qui a vraiment évalué la position du Rivotril dans la prise en charge de l'état de mal épileptique convulsif en première intention. Et donc, on a 4 traitements à disposition. Donc, le Rivotril qu'on utilise le plus souvent, mais qui finalement n'est pas dans les recommandations nord-américaines ou en dehors de la France, puisque c'est plutôt une habitude française de l'utiliser. Le diazépam, le Valium, on a vu sa position tout à l'heure. J'ai oublié de vous dire qu'il y a une méta-analyse qui a montré que le lorazépam serait supérieur au Valium, en poulant les données de l'étude que je vous ai montré plus d'autres données. Et puis, on a le midazolam qui serait supérieur dans sa forme IV au lorazépam. Et puis, on a que le lorazépam qu'on n'a pas en France. Donc, bref, en France, on aurait le Rivotril, le Valium ou l'Hypnovel. Et selon les différents essais qui ont été faits, ça serait possiblement l'Hypnovel qui serait le plus efficace. Ce n'est pas l'équivalent de la dose
en IV par rapport à la forme IM n'est pas facile à trouver, mais je vous montrerai une autre étude qui a peut-être apporté une réponse à cette question, en tout cas qui a osé utiliser le midazolam en IV pour l'état de mal épileptique. Donc les traitements de deuxième ligne, vous allez voir, on n'a pas grand-chose non plus. On a cette étude qui s'appelle l'étude des vétérans, qui a été publiée en 98, qui consistait à comparer toujours le lorazépam IV au phénobarbital, le Gardénal, à la combinaison Valium plus dilantin, donc diazépam plus phénitoïne, ou le dilantin seul, en intention de traiter chez des états de mal épileptique convulsifs et chez des états de mal épileptique convulsifs vus au stade larvé, donc plus tardivement. Vous voyez qu'en valeur absolue, on voit une différence, mais il n'y a pas de différence significative entre ces 4 stratégies de traitement. De la même façon, il n'y a pas de différence significative entre les 4 stratégies de traitement au sein des états de mal vus tardivement. Mais par contre, il y a bien une différence significative entre ce pour le traitement des mal épileptiques, ça expose à un Keppra qui a eu une histoire un peu longue, qui s'appelait l'étude SAMU-Keppra, qui, elle, avait été arrêtée précocement. Alors, je vois que ma connexion est instable. Je fais juste une petite pause pour vérifier que vous m'entendez toujours et vous voyez toujours la présentation. Oui, on t'entend à nouveau, on a eu une petite coupure, mais par contre, les Ah oui. diapos sont restés en ligne. Donc, on n'a pas raté OK. le point important, c'était vraiment quelques secondes. OK, bon, je coupe et j'avance alors. Donc, l'étude SAMU-Keppra n'a pas été concluante. L'étude a été arrêtée précocement. Il y a eu ensuite d'autres études qui ont essayé de… Ah, pardon. Donc, le Vimpat, l'acosamide, n'a pas été étudié en fait sous la forme d'un essai randomisé contrôlé. Donc, il y a des cas rapportés sous forme rétrospective ou prospective de son utilisation. L'intérêt, c'est que ce traitement est disponible sous forme IV. Donc, dès qu'il est disponible sous forme IV, c'est très tentant de l'utiliser pour l'état mal épileptique, même s'il n'a pas été bien positionné et étudié. Et donc, petit à petit, en fait, il commence à rentrer un peu dans les habitudes de certains, mais je vous dirais qu'il n'est pas recommandé dans cette stratégie de prise en charge, puisqu'il n'a pas été comparé. Mais c'est l'histoire de la dépakine et c'est l'histoire du Keppra que d'avoir eu ce mode d'évolution et de positionnement sur, j'ai envie de dire, sur le marché de la prise en charge de l'état épileptique, si on peut dire les choses comme ça. En tout cas, d'un point de vue des laboratoires, c'est comme ça que les choses se passent. Ces différents traitements, vous voyez, en 2017, on n'avait pas beaucoup d'informations pour pouvoir les positionner les uns les autres, mais ce qu'on constatait dans cette étude épidémiologique, c'est qu'il y avait des traitements qui petit à petit commençaient à prendre leur essor, comme le Keppra, alors que jusque-là, je vous ai dit qu'on n'avait pas de démonstration de son efficacité strictement dans la prise en charge de l'état de mal épileptique. Il y a clonazepam qui reste assez bien positionné. Le lacosamide, la courbe rouge, qui monte de plus en plus, donc vous voyez que son utilisation au cours du temps a augmenté. La dépakine qui restait assez peu stable. Et puis la phénitoïne qui diminuait petit à petit dans ses modalités d'utilisation. Il y a, dans ce même groupe de travail avait fait une étude qui cherchait à voir si ce qu'on appelait les nouveaux antiépileptiques, donc c'est-à-dire ça va être le Keppra, le Vimpat, comparativement aux anciens antiépileptiques, étaient associés à plus de mortalité, étaient associés à plus de morbidité et étaient associés à plus d'états de mal épileptique réfractaires. Et en analyse multivariée, c'est cette colonne que vous voyez ici, l'utilisation des nouveaux antiépileptiques n'était pas associée à plus de mortalité, mais par contre était associée à plus de morbidité et était associée également à plus d'évolution vers un état de mal épileptique réfractaire. Ce n'était pas très encourageant pour l'utilisation de ces nouveaux traitements. Il y a eu en 2019 une méta-analyse avec une évaluation coût-efficacité qui a été publiée, qui a comparé les différents le Gardénal a été associé dans cette analyse, donc c'est intéressant, puisque petit à petit, on se rend compte que le Gardénal est de moins en moins utilisé. D'ailleurs, il commence à ressortir des recommandations. Et donc, vous voyez que le Gardénal, qui est le traitement qu'on voit ici, est celui qui est associé à la plus grande efficacité, mais à un coût le plus important. Pour ceux pour lesquels il était possible de décrire ce type d'association coût-efficacité,
Vous voyez qu'on a ici le Keppra, finalement qui n'était pas le plus efficace, mais qui était celui qui tirait les coups peut-être un peu vers le bas. Et ici, vous voyez la dépakine qui est peut-être le meilleur compromis coût-efficacité par rapport à tous ces traitements. Le Vimpat ici est associé à des coûts importants, une efficacité qui avait l'air pas trop mal, mais en tout cas, il ne pouvait pas être comparé aux autres. Et puis, il y a eu cette étude publiée en 2019, c'est l'étude E7 qui s'est intéressée aux patients qui ont un état de mal épileptique résistant aux benzodiazépines, donc prise en charge de deuxième ligne, où les patients étaient randomisés pour recevoir du Keppra, je vais arrêter de parler en DCI, du prodilantin ou de la dépakine, à des doses qui sont intéressantes parce qu'en fait, le Keppra est utilisé à 60 mg kg, le prodilantin à 20 mg kg, la dépakine à 40 mg kg. Je reviens un tout petit peu avant, mais historiquement, à ce moment-là, quand on prenait en charge un patient pour un état de mal épileptique et qu'on lui administrait du Keppra, il lui était donné 500 mg de Keppra ou 1 gramme de Keppra. Ceux qui faisaient plus avaient l'air de passer pour des fous. Cette étude-là, Samu Keppra dont je vous ai parlé, publiée en 2016, elle proposait de donner 2,5 g de Keppra en 5 minutes, ce qui avait été un peu révolutionnaire et qui avait été proposé parce qu'il y avait des case reports de patients qui avaient reçu du Keppra 2,5 g et qui n'avaient pas de complications. Du coup, ils avaient appuyé un peu leur argumentaire là-dessus. Ça reposait sur rien d'autre. Là, vous voyez, si on retourne à cette étude, 60 mg kilo de Keppra avec une dose max de 4,5 g, c'est une dose très importante. C'était un peu révolutionnaire de positionner les choses comme ça. L'intérêt de cette étude, c'est qu'elle positionne donc 3 stratégies de traitement, faciles à mémoriser, 10 minutes d'administration pour chacun de ces traitements, et des doses qui sont 20, 40, 60 mg kilo, faciles à mémoriser également. Le nombre de patients inclus était de 384. La répartition entre les 3 groupes n'était pas très homogène. Il y avait un certain nombre de déviations par rapport aux critères d'éligibilité et tout le monde avait perçu les doses qui étaient strictement attendues. L'autre point important également, c'est qu'il y avait une stratification selon l'âge. On n'a pas eu strictement les résultats de l'étude pour les catégories de patients adultes. Et donc, on a des patients qui sont des enfants dedans, ce qui rend la généralisabilité des résultats pas si facile que ça pour nous. Bon, en tout cas, c'était un schéma bayésien qui était attendu. Et puis, pour être un peu plus rapide, en intention de traiter, l'étude a été arrêtée précocement pour futilité. Il n'y avait pas de possibilité de démontrer une différence entre les 3 stratégies de traitement. C'est une étude, un essai randomisé contrôlé, donc il s'analyse en intention de traiter, il n'y a aucun doute là-dessus. Des dossiers ont quand même été revus avec un comité d'adjudication par des neurologues. Ils ont vérifié les diagnostics finaux d'état de mal épileptique, donc finalement c'était 87% des patients. Ça, c'est un classique de l'état de mal épileptique d'inclure dans l'étude des pseudo-états de mal épileptique, hein, mais en vie réelle, c'est ce qui se passe également quand on prend en charge les patients. Voilà. Et donc, si on s'intéresse aux effets secondaires de ces traitements, qui est un autre enseignement de cette étude, vous pouvez voir que selon les 3 stratégies de traitement, finalement, le Keppra était associé à des troubles de conscience dans 10% des cas. C'est ce qu'on attend en termes de complications du Keppra, hein, c'est des troubles neuropsychiatriques essentiellement. Donc, si on rajoute le délirium, l'agitation, on monte à peu près à 15%. Vous voyez que le prodilantin, c'était à peu près 10% et 7% avec la dépakine. Le prodilantin qui est taxé, qui a des complications cardiovasculaires potentielles, c'était associé à 6% d'hypotension et très peu de troubles du rythme. Et la dépakine qui est plutôt contre-indiquée en cas d'atteinte hépatique, de pancréatite et qui pourrait donner éventuellement des hypoglycémies également, vous voyez, les complications étaient dans une proportion plutôt assez faible. Et donc finalement, en synthèse, alors que le dilantin-prodilantin a été longtemps proposé comme drogue de premier choix de la prise en charge des états de mal épileptiques, de premier choix, pardon, de deuxième ligne, premier choix de deuxième ligne, et bien finalement, la dépakine et le Keppra ont été très bien repositionnés. Le Keppra a trouvé une place puisqu'il a été étudié dans un essai randomisé contrôlé, et sa dose a été également précise. Le Gardénal commence à tomber un peu, non pas en désuétude parce qu'il est sûrement efficace, mais il est moins utilisé à cause des effets secondaires et de l'effet dépresseur respiratoire et central. Et donc, je vous dirais, si vous devez mémoriser quelque chose, vous pouvez utiliser donc ces 3 traitements de manière peut-être équivalente.
peut-être qu'il y a moins de complications à attendre du Keppra, sinon les troubles neuropsy et des difficultés d'utilisation, on verra sur la diapo d'après dans certains contextes. La dépakine, elle peut être utilisée à 20 mg, à 40 mg kg. Le Gardinal, ça reste une solution de recours également, et puis 20 mg kg également pour la phénitoïde. Donc, mémorisez bien les 60 mg kg du Keppra. Et puis, finalement, puisqu'il faut choisir un traitement, le traitement, puisque ce n'est pas sur une supériorité d'efficacité, on va le choisir selon le profil de tolérance attendu. Donc, le dilantin prodilantin qui a des complications cardiovasculaires, on ne va pas l'utiliser chez des patients coronariens ou qui ont des défaillance cardiaque. La dépakine, elle peut compliquée de pancréatite, de thrombopénie, d'hépatotoxicité, donc ce n'est pas une population de patients chez qui on va l'utiliser. Puis surtout, elle est tératogène, donc c'est malvenu d'utiliser chez la femme enceinte ou en âge de procréer, si on a le choix d'utiliser autre chose. Le Gardénal, il est dépresseur central et respiratoire et dans des hypotensions artérielles. Donc, probablement, vous avez vu, il est associé à des coûts supérieurs probablement sur les durées d'hospitalisation vers les complications associées, donc peut-être pas à utiliser en seconde ligne en première intention. Et puis le Keppra, lui, il s'accumule en insuffisance rénale, il n'est pas facile à monitorer dans ces cas-là, donc c'est peut-être pas un contexte de patient chez qui il faudrait l'utiliser. Donc là, j'ai passé pas mal de temps sur les premières et deuxièmes lignes. Vous allez voir, on va aller plus vite pour le reste. La troisième ligne, c'est le traitement d'anesthésie. C'est avec une anesthésie générale, avec des traitements à disposition qui sont le Pentotal, le Propofol et le Midazolam, donc diprivant et Hypnovel. On n'a pas d'essais randomisés qui permettent de positionner ces traitements les uns par rapport aux autres. On a une revue systématique qui avait été faite, publiée en 2002, qui a comparé ces 3 stratégies de traitement. Ce qui est sûr, c'est que sur le critère de jugement principal qui était le contrôle de l'état de mal épileptique et la facilité d'obtention d'un tracé de beurre suppression, c'était significativement plus facile de le faire avec du Pentotal, au prix d'une utilisation en vasopresseur de manière significativement plus élevée, sans effet sur la mortalité. Il y a eu un essai randomisé qui a essayé de comparer le diprivant et le Pentotal, qui a été arrêté précocement faute de recrutement. Et puis finalement, on peut passer directement à la diapo de synthèse. Il n'y a pas d'essai qui permet de les positionner les uns par rapport aux autres. Il y a la kétamine qui commence à prendre une place plus importante avec des essais randomisés qui commencent à être positionnés pour son utilisation. Et donc là, je vous dirais que le choix du traitement, il va être fait probablement en fonction de vos capacités de monitoring et en fonction de la demi-vie des traitements. C'est-à-dire que le propofol est associé à une tachyphylaxie assez importante, le midazolam un peu moins, et le Pentotal, il va s'accumuler assez rapidement si on utilise à bonne dose. Donc, si vous faites un monitoring EEG continu et que vous guidez votre traitement sur l'obtention d'un tracé de beurre suppression, eh bien, il est mieux d'utiliser, il n'est pas embêtant d'utiliser le propofol et le midazolam. L'avantage, c'est que ça s'éliminera plus vite quand vous voudrez réveiller le patient, et si vous le monitorez bien, vous allez pouvoir guider l'effet de votre traitement. Le Pentotal, lui, s'accumule tellement que finalement, ces patients avec un EEG discontinu. Chacun va être associé à des toxicités particulières. Le propofol, il est associé avec un propofol infusion syndrome, donc il ne faudra pas dépasser 5 mg kg pendant 48 heures maximum. L'hypnovel, ça va être assez basique, les complications, ça va être l'hypotension artérielle et la détresse respiratoire, mais comme tous ces traitements d'anesthésie générale. Le Pentotal, il peut donner un illus paralytique. Voilà, il y a des complications parfois digestives avec l'utilisation de ce traitement. Et la kétamine, quant à elle, eh bien, sa position dans l'état de mal réfractaire est discutable, pas encore bien positionnée, mais certains l'utilisent. Et puis, des fois, on a des patients qui sont difficiles à contrôler avec l'un ou l'autre des traitements en association. Et parfois, on peut utiliser la kétamine pour renforcer le traitement quand on ne veut pas utiliser le Pentotal. Voilà. L'objectif de traitement, je vous ai parlé de beurre suppression. Eh bien, ce qui est vraiment recommandé, ce n'est pas un tracé de beurre suppression, c'est un tracé de contrôle de l'activité épileptique. Donc, c'est une activité continue sans crise. Sauf qu'il est plus facile de reconnaître un tracé de beurre suppression qui permet de quantifier la dose de suppression qu'on va permettre aux patients d'avoir en titrant la quantité d'anesthésie. Parce que si on en mettait vraiment trop, on serait sur un tracé isoélectrique ou nul. Donc, le beurre suppression, c'est une situation intermédiaire où on peut quantifier le temps de suppression. Et tant qu'il y a de la suppression, il n'y a pas d'activité épileptique greffable dessus. Donc, on met, pour dire la chose vulgairement et rapide, au repos l'activité cérébrale, on essaie de rééquilibrer les différents récepteurs GABA et glutamate. Et puis, pendant ce temps-là, pendant ce temps d'administration d'anesthésie, on espère que ça se rééquilibre et que quand on lèvera progressivement ces traitements d'anesthésie,
eh bien, on repassera sur une activité continue sans crise. Donc, par facilité, on fait un tracé de burst suppression. Ce qui est recommandé, c'est une suppression des crises. Bon, voilà. La même étude épidémiologique tout à l'heure, la revue systématique, avait retrouvé que les patients qui avaient un tracé de burst suppression étaient moins exposés au risque de récidive que les autres. Pour autant, pour que ça soit vrai, il faut faire une décroissance progressive des traitements d'anesthésie quand on arrêtera le traitement de troisième ligne. Le pain total s'éliminant lentement, on peut l'arrêter brutalement. L'hypnovel ayant une demi-vie intermédiaire, vous pourriez le diminuer de 50% toutes les 4 heures, par exemple. Et le propofol ayant une tachyphylaxie plus importante, il faut le diminuer peut-être de 33% toutes les 4 heures. Je vous dis peut-être parce qu'en fait, c'est un peu de la cuisine. Il n'y a pas d'étude qui a vraiment étudié ça précisément. Et donc, c'est plus par expérience et par compte tenu des propriétés pharmacologiques de ces différents traitements. Alors, le monitoring EEG continu, c'est pas facile d'argumenter scientifiquement son intérêt. Par contre, en pratique, c'est assez évident quand on commence à l'utiliser. Pour autant, c'est pas une diminution de la mortalité, de la morbidité. Et voilà. Bon. En tout cas, il y a des recommandations qui ont été formulées, nord-américaines, françaises, et il y a également des recommandations européennes qui ont dit qu'en synthèse, que le monitoring EEG continu est nécessaire pour la prise en charge thérapeutique d'un état de mal épileptique réfractaire. Bien oui, parce qu'il va falloir monitorer notre suppression de l'activité épileptique, et donc peut-être plus facilement le burst suppression. Le monitoring EEG continu devrait débuter dans l'heure suivant le début des convulsions si un état de mal non convulsif est suspecté. Donc, c'est la fameuse évolution vers un état de mal larvé. Il faudrait au moins faire un EEG conventionnel si on ne fait pas d'EEG continu. La durée du monitoring EEG continu devrait être d'au moins 48 heures chez les patients en coma afin de dépister un état de mal non convulsif. Bon, là, c'est un peu subtil, mais en gros, il y a une étude qui avait trouvé que chez 100% de patients qui avaient un état de mal non convulsif, pour pouvoir identifier 100% de ces patients, il avait fallu les monitorer pendant une semaine. Mais finalement, quand on fait un monitoring pendant 48 heures, on arrive à attraper peut-être, je ne me souviens plus du chiffre précis, mais c'est de l'ordre de 75 à 80% des états de mal épileptiques. Et puis peut-être dans la première heure ou dans les 3 premières heures, on arrivait à attraper un pourcentage moins élevé, mais quand même assez important d'états de mal non convulsifs. Donc, si on veut vraiment porter un diagnostic, il faut, face à un coma, faire un monitoring EEG continu de 48 heures. Alors, vous allez me dire, quand il y a un état de mal, il est censé persister. C'est parce qu'il y a des situations où le patient peut avoir une situation de continuum, intercontinuum d'activité épileptique, qui sont des zones un peu charnières, et il peut alterner des phases d'état de mal et puis de non-état de mal ou de situations douteuses. Bon, l'autre chose importante, c'est que la personne qui interprète l'EEG doit être entraînée, formée à la lecture de l'EEG. Et la collaboration avec le neurophysiologiste pourra être nécessaire dans certaines situations où la prise en charge n'est pas facile, où le type de tracé n'est pas facile à interpréter, ou quand vous n'êtes pas formé, bien sûr, à la lecture de l'électroencéphalogramme. Alors, on va passer maintenant très rapidement également sur le traitement de quatrième ligne, ceux des états de mal épileptiques super réfractaires, mais c'est important que vous en ayez au moins la notion. L'approche, elle est multimodale, c'est-à-dire qu'on va continuer le traitement avec l'anesthésie, on va faire des combinaisons de traitements antiépileptiques et on pourra associer des thérapies adjuvantes. Alors, là, c'est une recommandation d'experts. Le traitement de quatrième ligne, on peut faire, après 24 heures de burst suppression, on peut faire 24 à 48 heures de contrôle de l'activité épileptique et ou de burst suppression. Et puis, en cas d'échec, on peut faire 5 à 7 jours. Donc, les combinaisons de traitements antiépileptiques, selon l'expert qui avait formulé ces recommandations, il était dit que sur les traitements de fond qui sont chargés et continués chez le patient, il n'y a pas de supériorité d'un traitement par rapport à l'autre. Il faut préférer les traitements sans effet GABAergique prédominant parce que comme les récepteurs sont internalisés, le traitement va être potentiellement moins efficace. Ce n'est pas la peine d'en mettre plus de 3. Par contre, il faut les mettre à dose maximale et ce n'est pas la peine de changer fréquemment de traitement. Justement, par rapport à cette problématique de rééquilibrage des récepteurs, il faut juste patienter que le patient se retrouve accessible au traitement antiépileptique qui lui est administré. Et puis, pour ce qui est des thérapies adjuvantes, il y en a un certain nombre qui ont été décrites dans la littérature, il y en a quelques-unes qui ont été étudiées et il y en a quasiment peu ou pas qui sont utilisables. Alors, pour les citer toutes, il y a la diète cétogène,
Je commence par celles qui sont potentiellement utilisables. La diète cétogène, la kétamine, l'hypothermie thérapeutique et certains gaz d'anesthésie. Le magnésium, il n'a pas sa place en dehors de la prééclampsie. Les stimulations cérébrales de type magnétique transcrânienne, stimulation du nerf vague ou l'électroconvulsivothérapie, c'est de l'ordre du case report, ce n'est pas la prise en charge de l'état de mal épileptique tout venant. Le drainage du LCR, pareil. La lidocaïne, c'est un traitement ancien qui n'est plus utilisé pour l'état de mal épileptique parce que sa marge thérapeutique est étroite entre l'efficacité et la toxicité. Tout comme elle donne des troubles du rythme cardiaque et elle est antiarythmique, elle est antiépileptique et elle est proconvulsivante. Le verapamil parce que c'est un inhibiteur calcique et qu'on a vu tout à l'heure que le calcium a sa place dans la physiopathologie de l'état de mal épileptique. La corticothérapie et les traitements immunosuppresseurs, ils vont être proposés dans certaines formes d'état de mal épileptique réfractaires qu'on appelle les NORS et qui sont à discuter avec un spécialiste pour savoir si on met le traitement. Et puis la neurochirurgie, c'est à oublier, c'est anecdotique également. Alors, si on se donne encore 5 minutes pour sa dernière phase, la diète cétogène, la façon dont ça marche, c'est on donne des corps gras. Dans le cycle de Krebs, il y a une production de glutamate et de GABA, mais de GABA en proportion supérieure au glutamate. Donc, c'est ça l'effet anticonvulsivant. Et le substrat énergétique pour le cerveau, c'est l'acétoacétate. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des patients épileptiques en ambulatoire pour lesquels des traitements avec de la diète cétogène est donné pour renforcer l'effet anticonvulsivant des traitements. Il y a des mamans qui ont des livres entiers de recettes et qui font ce type de prise en charge. En pratique, il n'y a pas de démonstration de son efficacité, particulièrement dans l'état de mal épileptique, mais finalement, il n'y a pas vraiment d'études et c'est de l'ordre de quelques séries de patients. Il y a des modalités de prise en charge qui sont spécifiques avec des dosages de l'urée. Il y a pas mal de choses à monitorer pour ça. Et il y a des complications potentielles, des précautions à prendre comme pas d'utilisation concomitante avec le propofol. Bref, ce n'est pas si simple de faire une diète cétogène et même en pratique, il faut que la diète participe à la prise en charge. La kétamine, elle était longtemps discutée comme potentiellement neurotoxique, mais c'est totalement revu maintenant. C'est un anti-NMDA et donc c'est potentiellement stratégiquement intéressant dans la prise en charge des états de mal épileptiques réfractaires puisque ça va agir sur des récepteurs là où les autres agissent peu ou pas. Le propofol a probablement une activité anti-NMDA, mais ce n'est pas son activité prédominante, c'est anti-GABA, tout comme les benzos. Donc c'est intéressant potentiellement d'utiliser la kétamine et il y a des essais randomisés en cours. Le contrôle ciblé de la température, bon, c'est assez simple, c'est-à-dire que plus la température monte, plus c'est proconvulsivant, plus baisse, moins c'est proconvulsivant. Il y a une étude qui a essayé de montrer l'effet neuroprotecteur de l'hypothermie thérapeutique, c'était un échec, ça n'est pas le cas. Par contre, sur les critères de jugement secondaire, il y avait des indications comme quoi ça pourrait renforcer l'effet anticonvulsivant puisqu'il y avait moins d'évolution vers un état de mal épileptique larvé, il y avait moins d'état de mal épileptique réfractaire, super réfractaire. C'est associé quand même à une durée de séjour qui est sensiblement supérieure, tout ça en valeur absolue. Voilà, donc c'est un traitement qui permet adjuvant de renforcer la prise en charge, mais qui n'est pas recommandé bien sûr en prise en charge standard de l'état de mal épileptique réfractaire. Les gaz halogénés isoflurane et desflurane, ils sont anticonvulsivants, sauf qu'il faut une logistique particulière pour les administrer. Donc c'est ou au bloc opératoire ou alors avec des dispositifs dédiés en réanimation. C'est associé à pas mal de complications, donc ce n'est pas très facile à utiliser en routine, mais il y a quelques études qui ont essayé de montrer l'intérêt. Le reste, on en a parlé. On en a parlé. Et donc, j'arrive à la conclusion pour laisser un peu de temps pour les questions. Donc, l'état de mal épileptique qui doit être reconnu et traité dans un délai qui dépend de sa forme électroclinique. Il faut bien avoir en tête les temps T1, les temps T2, la classification et les temps correspondant à chaque forme d'état de mal épileptique. Et donc, sous-entendu, on ne prend pas en charge de la même façon un état de mal épileptique tonico-clonique généralisé qui est associé à une morbimortalité élevée et un état de mal à type d'absence pour lequel la morbimortalité attendue est moindre. On ne va pas aller à l'anesthésie générale sur le même mode et a priori, on essaie de ne pas y aller. L'administration des antiépileptiques, elle est donc pas graduée en fonction de la réponse au traitement et de la forme de l'état de mal. Le traitement des molécules de seconde ligne il est guidé par le profil de tolérance attendu. Et puis, il faut par contre utiliser les bonnes doses de traitement. Il faut bien vous souvenir de la dose attendue du Keppra, 60 mg/kg. L'approche thérapeutique des états de mal épileptiques réfractaires et super-réfractaires, elle est agressive. Elle est souvent multimodale. Elle repose sur l'anesthésie générale
L'objectif, ça peut être plus facilement le beurre suppression. La kétamine commence à être positionnée, mais elle n'a pas tout à fait sa place. Et par contre, elle est bien utilisable dans l'état mal super réfractaire ainsi que d'autres traitements adjuvants. Et le monitoring EEG continu, eh bien, il est important pour la prise en charge des états de mal épileptiques en réanimation et indispensable en cas d'état de mal réfractaire ou super réfractaire. Et j'exagère un peu dans cette formulation, c'est au moins le monitoring EEG qui est indispensable. Voilà. Merci Stéphane. Il y a quelques questions sur le chat. Alors, J'aimerais éluder rapidement celle de pédiatrie. Franchement, je suis incompétent. Je suis désolé, c'est décevant, mais toi, Romain, je ne sais pas si tu peux répondre à ce genre de questions, mais moi, la pédiatrie, je ne sais non, pas. non. Donc, très clairement, il y a des recommandations spécifiques dans les RFE françaises pour la pédiatrie. Néanmoins, non plus, pas une pratique au quotidien de la neuropédiatrie et de la réanimation pédiatrique. Je vous invite à contacter les réanimateurs pédiatriques pour ça et vraiment leur poser la question spécifique, parce qu'au-delà des guidelines que vous pouvez lire, il y a vraiment une pratique clinique qui est très importante et des choses qui peuvent jouer. Et le bucolam, c'est donc les benzodiazépines par voie intrabuccale. Et donc, effectivement, il y a peu ou pas de données chez l'adulte qui le positionnent. Il y a les benzos intranasales aussi qui sont développés actuellement au préhospitalier, mais ça, pareil, c'est pas des choses, en tout cas pour moi, que je maîtrise du tout. Donc, je vous invite vraiment à contacter ces personnes-là. Je te laisse regarder le chat, Stéphane, si tu veux. Oui. Donc, le BIS, suffit-il à monitorer le burst? La formulation est trop excessive pour que je dise oui. Mais alors, comment on pourrait faire? Donc, c'est de la cuisine. Imaginons que vous n'ayez pas de monitoring EEG continu, que vous avez un BIS et que vous pouvez faire appel à un EEG standard. Ben, moi, je vous conseillerais de titrer le patient de façon à réduire le beurre suppression sous contrôle EEG standard pendant que le technicien est là. Vous avez mis votre BIS, vous regardez votre chiffre de BIS correspondant à ça chez votre patient précisément. Et si vous n'avez pas le choix que de faire autrement qu'utiliser le BIS parce que vous n'avez pas d'EEG continu et que vous voulez guider un tout petit peu le traitement, eh ben vous pouvez essayer de maintenir votre objectif de BIS comme ça. C'est de la cuisine, je ne suis pas sûr de l'avoir lu quelque part, et c'est pour trouver une réponse à votre question. Mais comme on me l'a déjà posé un certain nombre de fois, je pense que c'est potentiellement la façon de faire. Mais après, ce n'est pas avec le BIS qu'on va diagnostiquer la récidive d'activité épileptique. Et pour moi, le beurre suppression ne va pas être strictement tout le temps bien managé avec le BIS. Donc, on ne peut pas répondre que ça suffit à monitorer le burst, pas du tout. C'est l'EEG, l'outil à utiliser. Je ne sais pas si vous voulez, je ne peux pas beaucoup développer plus ça, mais je pense que c'est la seule réponse qu'on puisse formuler. Alors, keto, c'est diète cétogène, j'imagine, et propofol, est-ce que c'est un risque de prise? Alors, quand il y a la diète cétogène, on ne va pas utiliser le propofol, je pense, à cause du risque à cause des lipides. Pour moi, le propofol infusion syndrome, il n'est pas strictement lié uniquement à la problématique des lipides, mais également au fonctionnement mitochondrial. Je n'aurais pas forcément fait de lien avec les deux et le prise comme étant un risque accru, mais par contre avec un risque d'hyperglycémie plus important et des modalités d'utilisation qui ne sont pas très bien c'est pas bien de les utiliser de manière conjointe. Je n'ai pas d'autre réponse à cette question que celle-là. Alors, est-ce qu'on a des relais sur la thérapeutique à proposer après sédation de la crise? Laisser une base de fond ou un antipileptique de deuxième ligne? Ouais. Alors, déjà, il y a plein de questions qui peuvent être… alors, si c'est la… En fait, ça dépend de la situation, c'est-à-dire que votre patient a fait un état de mal épileptique. On est vraiment dans cette situation-là. Déjà, il y a le contexte. Pourquoi il a fait un état de mal épileptique? S'il a fait un état de mal épileptique avec une lésion cérébrale, quelque chose de très agressif qui l'expose à récidiver, moi, je pense qu'il lui faut un traitement de fond. Il lui faut un traitement de fond qu'il va falloir charger. Vous n'êtes pas obligé de le charger en 10 minutes puisque vous avez contrôlé l'activité épileptique. Donc, ce n'est plus un traitement de l'état de mal épileptique, c'est un traitement de prévention des récidives. Donc, vous pouvez lui administrer le traitement sur une durée plus longue, mais qu'il atteigne quand même la zone thérapeutique qu'on attend.
Sous-entendu que vous avez aussi vérifié qu'il n'a plus de crise électrique non plus. Par contre, si jamais, je ne sais pas moi, c'est un patient qui a une rupture de son traitement habituel, vous pouvez laisser la benzodiazépine, donc bien sûr pas en continu, mais administrer une benzodiazépine en entéral de manière discontinue et recharger son traitement habituel. Après, qu'est-ce qu'on a comme autre situation? On a tous les patients qui sont exposés à une cause, qui vont une potentielle récidive de cause. Moi, je pense qu'il leur faut un traitement de fond. Et ensuite, sera la problématique du sevrage de ce traitement de fond et du fait qu'il n'est pas forcément nécessaire de le maintenir en sortie de réanimation. Donc là, je dirais, s'il y a des troubles métaboliques qui sont corrigés, si c'est une intoxication médicamenteuse et que c'était la seule cause de l'état de mal épileptique, on peut essayer d'arriver à le sevrer au cours du séjour en réanimation. Après, pour toutes les autres situations où il y a une agression qui persiste, moi, je dirais que c'est plus le travail du neurologue de rendre le patient strictement ambulatoire, d'adapter le traitement. Et nous, notre travail, c'est de lui permettre d'aller voir un spécialiste pour faire la suite de la prise en charge. Donc, je sais que j'ai répondu de manière un peu, pas strictement uniquement à cette question-là, peut-être un peu plus complète, mais voilà un peu le spectre des réponses que je formulerai face à cette question. Je pense que c'était ça la question. Alors, merci beaucoup. Après, il y a un EG sur le bis, même si c'est sur 2 dérivations. Oui, alors après, je ne veux pas être élitiste sur l'utilisation de l'EEG. Je sais que le discours avec l'EEG continu peut dévier à ça et donc c'est embêtant. Il peut y avoir aussi des problèmes de surinterprétation de l'EEG continu, donc ce n'est pas forcément la panacée, il faut vraiment être à l'aise avec l'outil. Pour autant, je pense que même si vous avez un bis avec 2 dérivations, faut que l'EEG, ça nécessite quand même aussi d'avoir bien préparé la tête du patient, qu'il n'y ait pas d'artefacts. Moi, franchement, ça m'embête de monitorer un état de mal épileptique avec un bis, sauf si vous êtes au fin fond de la France, et je ne veux pas citer de département exprès, peu importe où, mais je ne sais pas, au fin fond des Yvelines, pour être le département où je suis, et pas de possibilité de prendre en charge votre traitement, votre patient, pardon, dans le monitoring avec un EEG, ça existe dans les hôpitaux en Ile-de-France. Je ne sais pas, c'est où il évolue bien rapidement, et puis voilà, ou sinon il faut le transférer à un endroit où il serait... Ça m'embête autrement qu'en ayant utilisé au moins le jet discontinué au moins une fois. Y a-t-il d'autres questions pour Stéphane? Sans boire. Non. Ils ne peuvent pas parler, mais ils peuvent écrire Ouais. sur le chat. Donc, Et vous étiez figé, donc c'est pour ça que j'ai dit ça Ah, aussi. pardon, non, Non, mais je n'avais pas vu. Du coup, j'en profite pour dire aux différents étudiants connectés que le congrès de la SRLF, c'est bientôt. Je crois que malheureusement, Stéphane Le Griel n'est pas disponible cette année. Mais il y aura pour la première fois des ateliers de simulation sur électroencéphalographie pour apprendre à poser les casques, pour reconnaître les artefacts, commencer à se former un peu, à reconnaître des figures simples et un peu plus compliquées. Voilà, donc c'est une première. Donc, si vous voulez, il y a matin, après-midi. Donc, si vous voulez vous former un peu à l'EEG pour reconnaître certaines choses simples, c'est le moment si vous venez au congrès. Et si j'ai mal répondu à vos questions et que vous voulez que je précise encore, dites-le dans le chat aussi, si vous ne pouvez pas parler. Mais je vous avoue que là, faire d'autres réponses que celles que j'ai faites, je ne vois pas quoi dire d'autre. Il y a une dernière question là sur état de mal post-polyintoxication médicamenteuse. Est-ce que tu as un choix d'hypnotique en première intention pour la sédation? Non, enfin, je pense que la stratégie est à peu près la même en fait. En fait, personnellement, je préfère utiliser le propofol parce qu'il va pouvoir s'éliminer plus rapidement, sous réserve bien sûr de faire une décroissance progressive, et ça va permettre aux patients de se réveiller donc plus vite et potentiellement d'extuber plus rapidement. L'hypnovel de manière intermédiaire, et puis par total, on essaye de plus l'utiliser. Après, si c'est des toxiques qui font que le patient va rester sédaté longtemps, parce que parfois on est face à des toxiques un peu particuliers, le propofol, vous ne l'utiliserez pas plus de 48 heures, donc ça dépend aussi de la situation dans laquelle vous êtes. Mais comme ça, en première intention, moi j'aurais dit diprivant, puis hypnovel, puis diprivant plus ou moins hypnovel,
plus ou moins kétamine, et en dernier recours, le pain total, et à peu près quelle que soit la cause. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai pas l'impression. N'hésitez pas à contacter Stéphane par email s'il accepte, mais je pense que oui. Oui, avec Je me plaisir. permets de. Et voilà, n'hésitez, parce que là, il est 20h et donc on va garder la séance dans les temps. On remercie Stéphane, bien entendu, pour sa disponibilité pour la clarté de topo. Il y avait à l'ACME une trentaine d'étudiants connectés. Et donc, merci à toutes et à tous et à bientôt. Bonne soirée. Merci. Salut Nicolas, bonne soirée. Ouais, merci Stéphane, merci.